Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Dossier de l'alcool au volant et cette bataille du Parti libéral pour ramener la limite à 0,05, eh bien, il y a un rapport là, qui est publié ce matin par Le Devoir. Faut comprendre, revenir un peu en arrière. Monsef Déragi, qui est le député, critique en matière de transport, avait fait une demande d'accès à l'information pour une étude qui a été menée par la SAQ. Il a reçu le dit rapport, mais surprise, surprise, c'est caviardé. La recommandation est caviardée. Et là, Le Devoir a réussi à mettre la main sur ce rapport-là non caviardé. Et il faut croire que la ministre ne suit pas nécessairement les avis des experts de la SAQ. J'espère qu'on décide qu'on a encore des élus politiques qui décident et qui ne sont pas à la merci des fonctionnaires et de tous les faux spécialistes. Ben voyons, Mario. On veut aussi une ministre qui lit les rapports. Qui lit les études. Qu'elle les lit. Elle dit qu'elle les pas lus. Ah, ça c'est moins bon. Ben, c'est pas bon du tout, là, Mario. Avoir un rapport de supposé être tes experts qui te disent que ça va contribuer à diminuer de 4,5 fois le nombre de mortalités, et tu lis pas ça, tu dis non, moi je l'ai pas lu, j'ai pris ma décision. On voit même qu'il y a des députés de la CAQ qui sont pas d'accord avec cette décision-là, qui sont prononcés ça divise, à mon avis, ça divise tous les partis, là. Ça divise la population, ça divise tous les partis. Moi, j'ai jamais compris cette bataille-là, sincèrement, parce que les gens qui mènent cette bataille-là, pour plusieurs, sont des gens, puis je les comprends, là, qui ont perdu un enfant ou qui ont perdu un proche dans le cadre d'un accident. Puis là, tu vas voir l'accident en question, puis tu dis, OK, l'individu qui a frappé sa fille, son fils, qui a causé l'accident, était à 0,14, 0,17, jamais à 0,06. Fait que je comprends mal, tu sais, le pont qu'on fait entre des accidents qui sont survenus avec des gens qui étaient sous au volant, et cette bataille pour criminaliser, on veut pas criminaliser, mais pénaliser des gens qui seraient allés au restaurant, là, tu comprends? C'est là que c'est ce lien-là que je fais pas, parce que la plupart des gens qui mènent la bataille ont vécu des événements tragiques, épouvantables, mais qui ont rien à voir avec le 0,05, 0,06, 0,07, là. Mais les études sont claires, Mario. Là. Même l'Institut national de santé publique dit que entre 0,05 et 0,08, c'est 4,5 fois de chance d'avoir un accident mortel. C'est clair à ce stade-ci d'avoir ces différences-là. Mais Yasmine, tu sais une chose, si toutes les routes étaient ramenées à 30 km/h, les autoroutes, tout à 30 km/h... il n'y aurait pas d'accident. Il n'y aurait plus aucun accident mortel, jamais. Il y aurait juste du matériel, donc tu réduirais le bilan routier à 0 accident mortel. Fait que c'est là que rentre dans la société toute la gestion du risque. Là, je sais que dans le cas du 0,08, les autres provinces l'ont fait, mais moi, je demeure un très, très... Je dois avouer là-dessus, moi, je demeure un très sceptique, puis je pense que... En tout cas... Mais l'argument principal du gouvernement, c'est quoi? C'est de dire qu'on a les mesures les plus sévères à travers le pays pour faire le contrôle. Mais quand on regarde, puis là, le dossier aujourd'hui du Devoir, ben il y a 50% de moins de contrôle routier là-dessus. Fait qu'on peut pas dire on le fait pas parce qu'on a des mesures sévères, mais dans même les mesures sévères, on les applique pas parce qu'on fait pas de contrôle. 50% de moins de contrôle qu'il y a quelques années à peine. Il y a ici quelque chose qui n'est pas fait, soit le contrôle qui doit venir avec finalement. Quand tu dis contrôle, c'est mettons des barrages routiers, on en fait moins au Québec. On en fait moins qu'avant? Beaucoup moins qu'avant, 50% de moins qu'avant. Alors, si on ne peut plus contrôler et on garde cette exception canadienne, il n'y a que nous et le Yukon qui sommes à 0,08, il va falloir nous expliquer quelque chose. Puis moi, ce que je trouve absolument épouvantable, c'est que la ministre dise « je l'ai pas lu, l'avis ». Mais pourquoi l'avoir caviardé si vous l'avez pas lu? Alors vous allez me dire, Madame Guilbeault, que personne de votre cabinet n'a lu cet avis-là avant de vous faire une recommandation. On ne peut pas prendre une décision politique d'un dossier polarisant comme ça sans lire les avis. Ensuite, on peut les lire, pas être d'accord, puis dire je prends la décision exécutive politique de ne pas les appliquer, cette recommandation-là. Mais on peut pas dire je l'ai pas lu, franchement. Moi je trouve ça très dangereux et c'est pas évident parce que c'est Geneviève Guilbeault et d'habitude Geneviève Guilbeault sur le plan des communications, elle les voit venir à 1 kilomètre les pièges puis elle tombe pas dedans. Mais là, elle est pas mal tombée dedans, je trouve. Elle était tombée, en tout cas, dans celui de la commission parlementaire de ses parents qui avaient été invités à un cocktail de la CAQ, qui avaient payé 100$ pour avoir accès pour parler de la situation de leur fille décédée. Là. C'est ça. Disons que ça avait commencé le dossier sur le travers. Là.
Je dois dire que ce dossier-là, il a été mené par Monsef Déragi, qu'avant il était à l'immigration, puis il avait fait suer Simon Jolin Barrette, puis chaque fois qu'il prend un dossier, il fait suer le ministre qui est devant lui. Et je pense que Geneviève Guilbeault n'a jamais eu un critique aussi pugnace que lui. Il est très efficace, il faut le dire. Qu'est-ce que tu as pensé de ces manifestations hier? Est-ce qu'on les qualifie de pacifiques? Fadi Daguerre a dit... En même temps, ça en disait long sur à quoi il s'attendait. Là, lui, il a trouvé ça pas si pire, somme toute. Bon, il y a eu des vitrines cassées, pas eu de policiers attaqués, il n'y a pas eu de policiers blessés. On semble dire, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce qu'il n'y a pas eu personne de blessé, OK, mais qu'il y a quand même eu des vitrines de brisées. Il y a quand même eu du vandalisme de fait devant les caméras. On l'a vu en direct. J'étais à la Joute et on le voyait en direct. Et moi, j'ai encore un malaise sur le fait de tenir une manifestation pro-palestinienne le 7 octobre. Fais-le le 8, fais-le le 9, fais-le le 10, fais-le le 11. J'ai ouvert l'émission en disant ça ce matin parce que t'es à un cheveu, puis même si les organisateurs, c'est pas leur but, t'as dans la manifestation des gens qui célèbrent ce qui est arrivé le 7 octobre, là, qui s'en réjouissent. Là, c'est quand même assez... Et je dois dire que je pense que c'est un traumatisme pour la société ici au Québec ou au Canada où il y a déjà eu des manifestations dans le cadre de guerre. Mais les manifestants qui manifestaient pour la paix, qui voulaient le retour de la paix, nous, on vient de tel pays, il y a la guerre dans notre pays, et ils manifestent pour la paix. Et là, ce sentiment, les gens, par exemple, qui se réjouissent du 7 octobre, disent, OK, mais c'est des gens qui font une manifestation guerrière, là, qui font ils trouvent que l'armée israélienne est trop forte, mais au fond, ils veulent la guerre. Ils sont pas dans la recherche d'une solution pacifique. Ils seraient dans la recherche que leur camp gagne la guerre, donc font des manifestations au ton guerrier, là, je le dis comme ça, dans nos rues. Et je sens quand même que ça cause un certain traumatisme dans la société québécoise. Moi, je trouve ça malaisant. Moi, j'ai un malaise à voir des manifestations pro-palestiniennes. Le 7, pas parce que la cause palestinienne ne vaut pas la peine d'être défendue, ne vaut pas la peine que la situation ne vaut pas la peine d'être dénoncée, que Netanyahou ne vaut pas la peine d'être dénoncé. Mais moi, je l'aurais fait le 8 octobre parce que c'est le 8 octobre où la riposte israélienne a commencé, pas le 7. Pas le 7. C'est pas le 7 octobre qu'il fallait faire cette manifestation. Le 7 octobre, c'est une journée pour parler des 1200 personnes tuées, pour les otages qui sont encore à Gaza, pas pour parler de la cause palestinienne. J'en suis désolée. Je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais manifester à partir du 8 octobre, puis manifester tous les jours, parce que tous les jours, il y a des milliers de Palestiniens qui sont morts depuis le 8 octobre, pas le 7. Yasmine, il y a une annonce qui a été faite dans les dernières minutes, filiale de Nordvolt, en fait celle où on avait eu massivement des pertes d'emplois, là on met carrément cette filiale en faillite. C'est une filiale qui avait pour objectif de construire cette méga-usine en Suède, qui finalement fait partie de ce plan de restructuration qui a été déjà annoncé quelques jours. Ça vient pas avec des pertes d'emplois. On avait déjà vu les 1600 emplois être annoncés il y a à peu près 2 semaines qui étaient coupés. Là, c'est vraiment, on met ça à glace, ce projet-là. En fait, on le ferme sur le projet, cette filiale qui construit finalement l'usine. Québec et Ottawa disent que ça ne touche absolument pas ici le Québec, les plans du Québec, mais ça va remettre de l'avant. Ouais, Nordvolt dit la même chose. Là. La récente annonce, c'est Paolo Cerretti de Nordvolt qui dit aucune incidence sur le projet au Canada. C'est sûr, c'est ce qu'il dit, c'est ce que le fédéral dit, mais à un certain moment, là, quand s'accumulent des restructurations, c'est le même argent, c'est la même vision. Oui, celui-là, peut-être qu'il ne touche pas, mais ça démontre à quel point Nordvolt est en difficulté et ça fait en sorte de ramener le sujet de Nordvolt à l'avant-scène et remettre les gouvernements sur la défensive, notamment le gouvernement Legault, parce que je trouve que le gouvernement fédéral, lui, il est pas beaucoup mis sur la défensive. Là. Je vois pas Pierre Poilievre pour dire mais d'abord c'est d'abord un projet fédéral. Hein. Celui qui est allé chercher Nordvolt, là, puis moi, je lui ai donné le crédit parce qu'à mon avis, c'est positif. Mais c'est François-Philippe Champagne, là, c'est pas... François-Philippe Champagne a averti Pierre Fitzgibbon, hey, j'ai un dossier pour toi, faut qu'on s'en occupe, on amènerait ça au Québec. Mais celui qui a vu Nordvolt en train de s'établir aux États-Unis et qui a pris les devants pour dire, hey, on veut ramener ça chez nous, c'est vraiment François-Philippe Champagne. Là, c'est ça la liste. Lui, il vit pas là ces difficultés-là à devoir défendre le projet comme le vivent les membres du gouvernement Legault là, qui prend ça très personnel. J'ai hâte de voir la réponse aujourd'hui. Pas mal sûr qu'il va y avoir des questions en période de questions. Évidemment, l'avantage pour le fédéral, c'est que leurs projets en Ontario, là, qui sont aussi au Canada, eux fonctionnent bien. Yasmine, merci. À demain. Bye bye.